7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Sylvain Durin, bonjour. Bonjour à vous et merci pour cet extrait musical. Je ne savais pas que Johnny Hallyday appelait à la lecture, donc c'est assez excellent. Moi non plus, à vrai dire. Alors, Sylvain Durin, vous êtes essayiste et éditeur aux éditions du Verbe Haut. Vous avez écrit 3 livres, si je ne m'abuse. Le dernier s'intitule La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie et préfacé par l'abbé Mathieu Raffray. Et ce matin, Sylvain Durin, nous allons aborder avec vous 2 sujets. La lecture chez les jeunes. Ont-ils vraiment cessé de lire ? Comment et que lisent-ils encore ? Et le sujet évidemment des difficultés auxquelles se heurte le monde de l'édition. Mais avant tout ça, vous nous avez concocté normalement une petite liste de vos coups de cœur de cette rentrée littéraire. Lesquels sont-ils ? Alors le premier, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous le montre à l'écran, c'est le livre à mon avis qui va faire polémique dans les semaines et les mois à venir. C'est le livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. Alors vous m'excuserez, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est sorti hier, donc j'ai lu une centaine de pages environ. Mais c'est vraiment, comme on dit, une petite bombe atomique. Ouais. C'est-à-dire qu'Emmanuel Todd sort de la morale, de la moraline dont on a l'habitude dans les médias, disons, plus subventionnés ou type BFM ou autre. C'est-à-dire qu'il fait uniquement du fait et du fait. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Emmanuel Todd, mais au moins son approche est vraiment géopolitique. Donc c'est très très sérieux et il nous montre, en tout cas au début du livre, par A plus B, à mon avis, c'est assez imparable, que non seulement on aurait pu s'attendre à cette entre guillemets invasion russe en Ukraine, pour toutes les raisons qu'il va énumérer, je laisserai au lecteur le plaisir de le découvrir, et surtout on aurait pu s'attendre au fait, et là il est vraiment très très précis, on aurait pu s'attendre au fait que la Russie était prête en fait à des sanctions et va vivre finalement de manière assez autonome, et que finalement ces sanctions vont même l'aider à retrouver son autonomie il travaille depuis 10 ans en fait à cette autonomie, et que l'Occident n'était pas du tout prêt, alors que tout était là, tout était écrit par des intellectuels, mais qui ne sont pas lus évidemment par les politiques occidentaux. Effectivement, ça Donc ça, rompt un peu avec ce qu'on entend dans les oui, non, mais médias. je pense qu'il sera invité partout parce que c'est Emmanuel Todd, quoique sur le service public il n'est plus trop invité, mais il va faire très très mal aux journalistes. D'ailleurs, on l'a vu hier sur BFM, ou sur RMC, pardon, avec Apolline de Malherbe, où Apolline de Malherbe lui demandait, mais vous, Emmanuel Todd, qu'est-ce que vous en pensez ? Et Emmanuel Todd disait, mais moi, je ne veux rien penser, je vous explique la situation. Et on est face à des gens qui veulent du sentiment, en France et en Occident. Et Emmanuel Todd, lui, fait un travail un peu à l'anglo-saxonne d'ailleurs, qui a ses limites, bien entendu, mais qui est vraiment assez passionnant à suivre. Très bien. Le deuxième, parce qu'on parlait un peu de la jeunesse, et en plus vous avez cité dans le préfacier Monsieur l'abbé Raffray, donc je montre le livre pour ceux qui... Le plus grand des combats. Ouais. Voilà, je crois que l'abbé est venu en parler à l'antenne justement. On l'avait invité pour présenter ce livre. Donc le plus grand des combats, qui est sorti dans la maison d'édition de Julien Rochdy, qui est un livre vraiment destiné à la jeunesse. Je le conseille, si des parents nous écoutent, vous avez un adolescent qui se pose des questions sur la foi, sur la religion, sur le monde moderne, sur la crise dans l'Église, parce que Monsieur l'abbé Raffray ne cache aucun problème. J'ai entendu votre chronique d'avant sur la crise dans l'Église. Il va assez loin quand même dans son ouvrage, et il est vraiment très courageux même, je dirais. Et vous avez aussi des solutions qui sont adaptées à la jeunesse, c'est-à-dire pour faire très simple, moins d'écran, moins d'Instagram, plus de prières, plus de droiture, plus de quand vous rencontrez, si vous êtes un homme, quand vous rencontrez une femme, posez-vous les bonnes questions. Pour quelles raisons vous voulez vous mettre en couple ? Est-ce que c'est pour fonder une famille, ou est-ce que c'est pour faire des choses un peu moins dans l'ordre, disons, spirituel ? Donc je conseille vraiment ce livre, surtout pour les jeunes, ou alors pour des gens qui ne connaissent vraiment pas le monde spirituel, ou qui se posent des questions sur la crise dans l'Église. Finalement, c'est quand même assez complet. Et Monsieur l'abbé Raffray met vraiment en avant ce qu'il appelle le catholicisme viril, ce qui peut faire un peu sourire. Et à la fin, notamment, il y a 10 règles à suivre. Et pour vous montrer que c'est pas du viril de salle de sport, la première règle, c'est se mettre à genoux devant Dieu. Vous voyez, ça, c'est la première règle du catholicisme viril. Donc on est dans quelque chose d'à la fois assez drôle et facile d'accès, et en même temps, ça va quand même assez au fond des sujets. Donc vraiment, je conseille la lecture de ce livre-là. C'est noté.
Ensuite, vous m'en avez demandé 3-4, hein, donc là, si vous me dites si je suis Oui, un peu... oui, oui. On va en ou faire pas, un troisième, et puis après, je vous lancerai sur les sujets très bien. qu'on doit aborder. Et le troisième, de Jean-Louis Harwell, Les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. Je pense que Mhm. vous avez dû le recevoir, j'imagine, sur Radio Courtoisie. Sans Là, c'est doute. vraiment une étude très, très, très poussée sur le concept d'égalité. Et Monsieur Harwell va mettre en rapport le concept de l'égalité et le concept de gnose, et il va nous montrer que nous vivons dans un monde gnostique, pour faire très simple, dans un monde anti-chrétien, Mhm. avec ce mensonge de l'égalité, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux, nous devons tous avoir les mêmes droits, nous sommes tous au même niveau, Mhm. etc., qui donne les problèmes de l'éducation nationale, et dont le premier rôle aujourd'hui est de détruire les inégalités. D'accord. Et Orwell nous explique que, en réalité, c'est l'égalité qui nous mène vers le désastre et vers la violence et la pauvreté, et que c'est l'inégalité, ça peut paraître assez paradoxal dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est l'inégalité qui est la source de toute civilisation positive. Ouais, j'en suis persuadée. Merci beaucoup pour cette série de livres. Alors, on passe au sujet de cet éclairage. L'année dernière, le 5e baromètre du Centre national du livre indiquait que les jeunes de 15-24 ans s'éloignaient de plus en plus de la lecture. Un jeune sur 5 n'ouvre jamais un livre et parmi ceux qui lisent, 49% d'entre eux reconnaissent ne le faire qu'occasionnellement. Alors, les chiffres ne sont pas si alarmants que ça, mais quand même, la faute aux écrans essentiellement. Sylvain Durin, l'avenir de la lecture est-il en danger selon vous ? Alors, à mon avis, on est dans un paradoxe qui est, je ne sais pas comment se sortir de ce paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui lisent, qui tombent dans les statistiques des lecteurs, mais qui lisent des mangas, par exemple. Oui. Alors on peut se dire c'est mieux que rien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va trouver dans les mangas? Moi, je ne connais pas bien cet univers, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de la lecture Hmm. dans le vrai sens du terme. Le paradoxe dont je vous parle, c'est quoi? C'est que finalement, quand vous avez un prix Goncourt, un prix Renaudot, tout ce que vous voulez, les ventes sont quand même très très bonnes. Le monde du livre en France, finalement, le monde du livre se plaint toujours. C'est son fonds de commerce, mais se porte pas si mal quand vous rentrez dans une librairie, hein, dans une petite ville ou une ville moyenne, comme moi j'habite à Nancy par exemple. Vous allez Mhm. dans les librairies à Nancy, il y a quand même du monde, c'est quand même achalandé. Et j'avais regardé le pourcentage de lecteurs, ne bouge pas vraiment finalement depuis des années. On est peut-être dans une population à 10-12% de gens qui lisent. Alors, est-ce qu'ils lisent un livre, deux livres, trois livres par an? C'est pas énorme, évidemment. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on lit? Moi, Ouais. c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'on va lire, et surtout pour les jeunes. Et pour la jeunesse, on est dans un paradoxe qui est que la jeunesse mondialisée, atomisée, bah, elle ne lit pas. Il faut être honnête. Hmm. Tout ce qu'elle va lire, c'est des choses sur Instagram. Alors, c'est de la lecture aussi, hein, on va me dire, hein. Les Oui, c'est échanges très qui se font limité par quand même. l'écrit, Ouais. et c'est très très limité. Et c'est l'image surtout qui va prendre la place de l'imaginaire du cerveau. Hmm. Et justement, cet imaginaire ne travaille pas par l'écrit, Hmm. mais en même temps, pour faire mon macronien, que je ne suis pas, la jeunesse qui est de notre milieu, on va dire milieu élargi, eh ben, cette jeunesse-là, elle lit quand même beaucoup. Moi, je rencontre tous les ans, je suis invité dans des conférences ou des universités d'été, je pense à Academia Christiana notamment, mais aussi l'Action française, par exemple. Mhm. Vous avez de 300 à 500 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont déjà lu beaucoup. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a une pente générale quand même de la jeunesse qui ne lit pas. Hmm. Et pour elle, lire, c'est obligatoire à l'école, en gros. Il faut lire Madame Bovary parce que c'est obligatoire. Et vous avez une autre jeunesse qui est extrêmement minoritaire, qui, elle, lit des bonnes choses, des bons livres, et lit en plus par plaisir Hmm. et par soif d'apprendre. Et ce paradoxe pourrait trouver sa finalité dans quelques années, où bah, on aura une génération majoritaire qui n'aura rien fait, qui n'aura rien lu, et une génération minoritaire qui en plus est de notre milieu, hein, Oui. qui elle aura beaucoup lu, et on peut se dire que l'une dominera sans doute l'autre, Hmm. de manière assez logique, hein, puisque quand on est formé, bah, on est appelé à prendre des postes de responsabilité. Ouais. Donc voilà, c'est un paradoxe qui peut se sortir, on peut trouver du mal, du bien, voilà, je ne sais pas Hmm. comment m'en sortir. Alors, C'est ce que je peux rencontrer. Ouais. on imagine que tout cela a des répercussions évidemment sur l'édition. Vous, en tant qu'éditeur, comment vivez-vous la numérisation de la littérature et quels sont les défis, les difficultés majeures auxquelles vous devez faire face principalement aujourd'hui? Alors la numérisation, moi je ne suis pas rentré dans ce sujet, c'est-à-dire qu'on ne propose aucun livre numérique Mhm. aux éditions du Verbe Haut.
Peut-être que ça changera un jour, mais pour être honnête, je suis éditeur avant tout pour voir un jour un livre exister, Ouais. de manière d'un livre incarné, quoi, on peut dire. Donc, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. D'accord. Je sais que ça fait beaucoup de mal, surtout aux auteurs, en fait, parce que les droits d'auteur sont moindres, puisque les prix est moindre. Et finalement, ça fait un peu plus marchand de livres qu'éditeur. Ouais. Donc, c'est assez mal vu dans le monde du livre. Dans tous les cas, même ceux qui le font, ça reste assez mal vu de faire uniquement un livre numérique, si vous voulez. Si encore il y a un livre physique et un livre numérique, ou même il y a des livres audio maintenant, Oui. les livres audio, moi je pense que c'est très bien. Par exemple, ceux qui font beaucoup de routes, beaucoup de voitures, avoir un livre audio, vous pouvez entendre quelqu'un qui lit un livre à votre place. Et je pense que l'imaginaire fonctionne. Moi, je l'ai fait très très rarement, mais j'en garde un souvenir assez positif parce que je fais très très peu de voitures. Donc, j'ai pas l'occasion d'écouter des livres, puis je préfère lire, avoir le livre dans les mains. Ouais. Et quelle était la deuxième question, excusez-moi? La deuxième question, alors on parlait de la numérisation littéraire et les défis, les difficultés auxquels vous êtes confronté en tant qu'éditeur. Oui, bah, le défi numéro un, c'est la diffusion. Il n'y a pas Ouais. de secret, c'est l'intermédiaire entre le créateur, éditeur et le lecteur. Ça, c'est le plus gros problème, c'est un problème de diffusion. Nous, maintenant, au Verbeo, on a la chance d'avoir un diffuseur qui travaille très bien. Donc, on a vu nos ventes exploser grâce à ce diffuseur. Il y a des petits éditeurs qui ne trouvent pas de diffuseur. Vous êtes mal achalandé, enfin, quelqu'un vient dans une librairie, le livre n'existe sur aucune plateforme. C'est vraiment la diffusion qui est le nerf de la guerre. Comme une radio, est-ce qu'elle est diffusée sur l'onde hertzienne ou pas? Enfin, voilà, c'est vraiment vraiment ça le gros problème. Avec aussi le problème du prix du papier, qui a explosé dans ces 2-3 dernières années. Nous, par exemple, au Verbeo, on tient toujours à être imprimé en France. D'accord. Donc, on a toujours des imprimeurs français. On travaille avec 2 ou 3 imprimeries en fonction des projets. Mais je sais que beaucoup d'éditeurs maintenant travaillent en Europe de l'Est ou même en Afrique ou en Asie. Mais par rapport au contenu qu'on propose, moi, je trouve un peu étonnant de dire, par exemple, combattons le mondialisme ou vive la France et votre livre est imprimé par Amazon. Vous voyez, enfin, il y a en Pologne par Amazon. Pour moi, il y a quelque chose d'incohérent. Et pour l'instant, on réussit à tenir, mais peut-être qu'un jour, financièrement, on sera obligé de s'expatrier. Pour l'instant, non. Chez nous, tous ceux qui travaillent avec nous sont français et vivent en France, de l'auteur jusqu'à, enfin, l'auteur pas forcément, mais disons tous ceux qui travaillent, du graphiste, imprimeur, diffuseur. Voilà. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes, Sylvain Durin. En un mot, pour nous parler de votre maison d'édition, qu'est-ce que vous diffusez principalement en quelques secondes? Alors, en quelques secondes, on a maintenant plusieurs choses. Christianisme, on va dire tout ce qui est du conservatisme, du christianisme religieux, politique, essai et roman. D'accord. Très bien. Pour faire très court. Écoutez, génial, c'était très court. Merci beaucoup. Sylvain Durin, je rappelle que vous êtes essayiste et éditeur aux éditions du Verbeo. À très bientôt.